Solidairement. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur RMI Info dans votre émission Solidairement pour sa 4e édition. Donc, je vous rappelle l'émission Solidairement est au cœur de l'actualité solidaire de la diaspora des citoyens mauritaniens d'ici et d'ailleurs. Le mois de mars nous permet de célébrer 3 grandes journées, à savoir la Journée des femmes, datant du 8 mars, que nous honorons par la musique et aussi par le dispositif Flora, F-L-O-R-A, donc notre invité nous présentera par la suite. Pour ce qui est des musiques, les artistes sélectionnés sont tous des hommes qui vont chanter et honorer les femmes. Donc ce sont des hommes. Pourquoi c'est pour qu'on sache justement que la cause des femmes, les droits et les devoirs, sont aussi des causes qui sont menées par des hommes. On a aussi la journée du 21 mars, donc, qui est une journée internationale pour l'élimination de la discrimination, qui est donc la journée forte, le thème principal de notre émission. Nous avons avec nous Madame Sana Seytouli, maire adjointe déléguée à la petite enfance et à la jeunesse de la ville de Cergy. Elle nous parlera de son parcours, de son engagement, donc allant dans ce sens, et elle va développer dans une deuxième partie donc son combat pour la reconnaissance de la diaspora franco-mauritanienne. L'horoscope du mois mettra à l'honneur la journée mondiale de l'eau, qui elle est célébrée le 22 mars. Ainsi, le début de chaque descriptif des signes astrologiques commencera par un homophone du mot eau. Pour finir, l'étudiante du mois, Madame Fatimbo, nous rejoindra pour nous parler de son parcours et de ses futurs projets. On a aussi une invitée surprise qui sera présentée par Madame Sana Seytouli. Bonjour Madame Seytouli, comment allez-vous ? Bonjour, merci, ça va, je vais très bien et vous ? Ça va, merci. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre émission. Merci à vous de m'avoir invité et puis d'avoir pensé à moi pour cette émission. C'est un honneur. Donc, si j'ai bien compris, donc, vous êtes donc maire adjointe déléguée à la petite enfance et à la jeunesse pour la ville de Cergy. Tout à fait. Depuis l'année 2014. Tout à fait. Donc, toutes nos félicitations d'abord pour l'occupation de ce poste. Pour une franco-mauritanienne, c'est vraiment une fierté. Dites-nous pourquoi Cergy et est-ce que c'est votre premier engagement justement dans la politique ? Pourquoi Cergy ? Tout simplement parce que je suis née à Cergy, j'ai grandi à Cergy et j'ai développé toutes mes actions à Cergy. Donc voilà du pourquoi de Cergy. Et est-ce que c'est le premier mandat politique ? Je dirais oui à titre en tant qu'élu de la République, mais en même temps je dirais que toutes les actions que j'ai pu mener auparavant sont pour ma part un engagement politique, citoyen surtout. Donc on fait de la politique d'une autre façon, mais c'est faire de la politique aussi. C'est ce qui fait aussi que je représente la société civile au sein du groupe de majorité de la ville de Cergy. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous détailler pour ce poste de maire adjoint, quelles sont les responsabilités qu'engage ce poste ? Alors, les responsabilités, elles sont très importantes. Donc, nous avons été élus au suffrage universel. Le maire de Cergy donc, nous a mandaté, nous a délégué, pour ma part, donc, la délégation de la petite enfance. Pour une ville donc, comme Cergy, c'est 62 000 habitants, avec une ville jeune, donc une ville qui fait beaucoup de bébés, donc plus de 3 000 bébés par année. Et donc l'objectif principal est de développer la mise à disposition de berceaux. Donc quand je dis berceaux, c'est des places en crèche pour les enfants, les familles, et de répondre à une demande qui est concrète par la mise en place justement d'ouverture de places en crèche, par la construction de crèches, développement de projets. Je ferai le lien avec Bénédicte, notamment sur les micro-crèches à Cergy, ce que j'aimerais justement développer à Cergy, permettre à des jeunes entrepreneurs d'ouvrir leur crèche à Cergy. Mais également de fructifier et d'inciter justement les assistantes maternelles à pouvoir et trouver du travail et aussi occuper à part entière leur fonction d'assistante maternelle et de répondre à une problématique assez générale et à la demande du territoire. Ça, c'est pour tout le volet petite enfance, où là, on travaille aussi sur tout l'axe parentalité, le lien parent-enfant. En parallèle, du coup, j'ai également la mission d'élu à la jeunesse. Donc, depuis le mois d'octobre dernier, c'est tout récent. Donc, la
ville de Cergy, en fait, c'est la première année où la ville de Cergy délègue mandate une délégation spécifique pour la jeunesse, ce qui n'existait pas auparavant. Donc, on a créé toute une direction, ce qui permet de justement de consacrer à la priorité aujourd'hui qui est la jeunesse sur Cergy, de proposer, de travailler avec les associations jeunesse du territoire, de travailler justement avec les différentes structures, avec les animateurs jeunesse, etc. Donc en fait, au niveau de mes missions, c'est vraiment large. Après, les missions autres que sur les missions que nous avons en plus, excusez-moi, en plus d'avoir les responsabilités c'est le conseil municipal, c'est les réunions de majorité, c'est la célébration des mariages, c'est tout le volet état civil, c'est aussi tous les engagements que nous avons autour de ces missions. D'accord, en tant qu'élu. En tant qu'élu. D'accord, très intéressant. Je rebondis là-dessus. Est-ce que vous avez des RAM, des relais d'assistante maternelle? Alors, nous allons... il existait en fait à l'époque, c'était pas exactement le RAM, mais sur le budget 2016, nous travaillons sur la réalisation, la construction d'un RAM à Cergy, qui est en pleine étude sur 2016 et qui verra le jour en 2017. Donc, nous travaillons sur un réseau d'assistantes maternelles sur le territoire de Cergy pour accueillir toutes ces assistantes maternelles et d'apporter justement toutes les compétences et de créer le lien avec et les parents avec leurs enfants, mais également avec les professionnels de la petite enfance. D'accord, très intéressant. Alors, j'ai vu aussi donc dans votre parcours, vous êtes engagé donc dans différentes actions de la ville, au-delà donc de cette casquette. Donc, qui vise à lutter justement contre l'enfermement des quartiers, qui rejoint justement le volet de la jeunesse. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre engagement associatif donc dans l'association Agir pour réussir qui a été créée en 2007? Oui. Alors, Agir pour réussir, donc c'est une association qui est basée sur Cergy. Ce qu'il faut savoir sur AGPR, c'est qu'on a grandi dans un quartier qui s'appelait la Croix-Petit, qui a été détruit. Et comme plusieurs quartiers, lors des émeutes, à partir des émeutes de 2005, 6, 7, on a vécu pas mal de problématiques réelles de terrain. Et des membres de l'association AGPR, donc des jeunes de la Croix-Petit, avaient décidé, après une blessure policière sur un jeune du quartier, de transformer justement cet énervement et cette violence par du positif. Et l'idée, c'était à un moment donné de comment aujourd'hui la jeunesse pouvait s'engager et comment on pouvait trouver des solutions pour répondre à une problématique qui était réelle. Il y avait vraiment une prise de conscience à cette époque-là. Donc Moussa Camara, qui préside l'association, qui était jeune encore à l'époque, m'avait sollicité parce que j'étais quand même engagée sur les questions de citoyenneté, etc. Où il m'avait dit, ouais, Sana, on est que des garçons dans l'association. On aimerait bien que tu puisses t'investir au sein d'AGPR. C'est l'histoire de notre quartier, c'est notre histoire à nous. Et je pense qu'à un moment donné, les femmes ont toute leur place dans l'association. Et ça serait bien que tu puisses justement nous apporter ton expertise et qu'on puisse développer l'association. Et donc, j'ai accepté aussitôt. Et donc, du coup, l'association a évolué. Aujourd'hui, l'association AGPR répond concrètement à un projet d'utilité publique. Aujourd'hui, l'association a des locaux, on a des salariés, on est sur l'insertion professionnelle, sur de l'animation culturelle, etc., sur le lien avec les familles, on est sur le volet entrepreneuriat avec le programme des déterminés. On a vraiment élargi les champs d'action. L'association aujourd'hui regroupe presque 500 adhérents, ce qui n'est pas rien aujourd'hui comme mouvement de jeunesse engagée. Et nous sommes reconnus à échelle nationale. Nous avons été reçus à l'Élysée par Monsieur le Président il y a 1 mois et demi maintenant. Pour aussi faire un état, pour présenter l'association, mais pour faire un état de la jeunesse des quartiers populaires et de parler des problématiques réelles. La rencontre n'était pas faite que sur un peu du bling-bling, on vient, on reçoit les jeunes, on est reçu à l'Élysée. Non, aujourd'hui, il y avait un constat à restituer, il y avait des problématiques qui étaient graves, qui n'étaient pas prises en compte, et l'association AGPR était prête à être le porte-parole de la jeunesse aujourd'hui. D'accord, c'est très intéressant tout ça. Alors, je voulais savoir, utilité publique, comme tout le monde ne maîtrise pas forcément les mots, quand on est une association donc de loi type 1901, c'est ça ? Tout à fait. D'utilité, reconnue comme utilité publique. Quelle est la signification ? Quelle est la différence ? Alors, la signification, c'est qu'à partir du moment où elle répond à des objectifs où les pouvoirs publics sont censés répondre, c'est-à-dire sur l'insertion professionnelle, ça peut être sur les animations, ça peut être sur des séjours, etc., où là, il y a des loupés à échelle territoriale, et ben du coup, on peut dire qu'aujourd'hui, l'association peut répondre à ces problématiques-là, donc on peut dire qu'elle est d'utilité publique. D'accord, c'est très bien.
C'est vraiment intéressant et je voulais savoir, est-ce que dans ce sens, vous pensez que justement, compte tenu du parcours de l'association, aujourd'hui, elle a pu atteindre les objectifs de base fixés? Comme vous m'avez dit, avec le temps, ça s'est amélioré, il y a d'autres champs. Mais est-ce que vous vous attendez à autant de succès, justement, d'avoir cette place? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a du travail encore, même si aujourd'hui, l'association, tant bien que mal, parce que ce qui n'est pas évident, c'est qu'aujourd'hui, c'est toujours la difficulté que rencontre l'association, c'est bien évidemment, c'est la viabilité par le financement. C'est comment aujourd'hui, à chaque fois, l'association doit justifier, doit prouver qu'elle est d'utilité publique, etc. Donc, et on se rend bien compte, même nous, étant à l'intérieur en tant qu'élus, de se dire à un moment donné que c'est pas simple, ça suffit pas. Et que constamment, il faut que l'association, du coup, elle ouvre, elle travaille avec d'autres partenaires. Et puis, que la reconnaissance aujourd'hui de cette association soit reconnue même par le maire de la ville, qu'à un moment donné, on se dit, OK, eux, ils sont reconnaissants parce qu'il y a une association qui fait des choses, mais c'est pas cette reconnaissance. La reconnaissance, elle peut pas être juste, on va dire, de manière visuelle ou sur des petites choses. Il faut qu'elle soit concrète par des actes, ça veut dire par des conventions pluriannuelles, par des financements qui permettent justement de recruter des directeurs, de faire en sorte que cette association puisse tourner et puisse d'être à vocation un centre social, etc., etc. Et là, on pourra dire qu'on aura atteint un objectif principal, mais qu'on pourra s'axer sur d'autres par la suite. D'accord. Et sinon, je voulais aussi... Est-ce que vous pouvez me parler j'ai vu donc Project Hair. Donc, oui. Donc HER. C'est ça. Donc, ce qui travaille sur la sensibilisation au développement durable et l'écosystème. Alors, Projecteur, c'est en 2006-2007, du coup, comme toute personne qui galère à trouver du boulot, c'était très compliqué pour moi de trouver du boulot. J'avais passé des entretiens pour un responsable de centre social et j'avais passé les 5 entretiens. On m'avait dit que j'avais été prise et que du coup, à la dernière minute, on me dit, juste après la visite médicale, que non, on ne me choisissait plus, qu'on prenait quelqu'un d'autre. Et j'ai su qu'on prenait la fille de quelqu'un. Et du coup, ça m'a vraiment touchée. Et donc, j'ai vraiment été écœurée du monde professionnel, etc. Et j'avais décidé de monter mon statut d'auto-entrepreneur et de pouvoir proposer des choses. Donc, d'où le projecteur, ce jeu de mots du projet au féminin. Oui. Et en même temps, c'était à un moment donné comment on met en lumière des femmes qui veulent aussi entreprendre, etc. Et toute la difficulté. Et à cette période-là, moi, j'étais sur toute l'importance de ce qu'on appelle aujourd'hui développement durable, de l'éco-citoyenneté, de tout ce qui était solidarité, etc. Donc j'avais coordonné différentes semaines, donc la semaine du développement durable qui est toujours la première semaine du mois d'avril. Et l'idée, c'était de pouvoir sensibiliser justement une population qui n'avait pas été en général sollicitée pour ces questions-là, à croire que, notamment dans les quartiers, le développement durable, le tri sélectif, etc., on n'était pas forcément concertés et qu'à un moment donné, vous voulez que les gens fassent du tri sélectif, mais dans leurs immeubles, il n'y a même pas de poubelle de tri, il n'y a pas tout ça. Donc aujourd'hui, il y avait toute cette conscientisation à avoir et Projecteur, en fait, c'était un profil, en fait, j'avais un statut un peu de consultante citoyenne qui me permettait sur des sujets qui avaient du sens. Je vous cache pas, je gagnais pas ma vie, j'avais le Pôle emploi à côté, mais en tout cas, j'ai voulu m'engager sur des choses réelles, des projets de valeur, et donc du coup, après, j'ai dû retrouver un boulot parce qu'à un moment donné, on n'en vivait pas, mais j'ai intégré ces missions après dans le cadre de l'association AGPR. D'accord, ça c'est très bien ça. Et puis c'est vrai si je peux rebondir là-dessus, sur le tri sélectif et autres, c'est vrai que quand on parle d'environnement de développement durable, en général, les femmes dans les quartiers ne sont pas vraiment touchées, ou en tout cas, on ne va pas jusqu'à elles. Et on ne prend pas aussi en compte parfois celles qui sont justement illettrées ou analphabètes ou autres. On ne prend pas l'initiative de faire justement une sensibilisation à travers les images. Tout à fait. Et puis je pense qu'aussi, c'est une population où il y a une richesse assez importante, ils peuvent apporter des choses, et qu'à un moment donné, on ne peut pas les réduire à dire, dans les poubelles jaunes, il faut mettre les... Et non, c'était pas ça. C'est à un moment donné, comment on peut réfléchir ensemble, comment on peut développer les choses ensemble, comment on peut transmettre aussi à nos enfants. Comment à un moment donné, on peut transmettre à la jeunesse, mais aussi à nos enfants sur cette culture-là. Aujourd'hui, du coup, on parlera de l'eau, etc. Mais à un moment donné,
nous-mêmes ici en France, on n'a pas cette éducation-là. C'est-à-dire que si on ne s'intéresse pas, si on ne prend pas conscience aujourd'hui on le voit bien avec la COP21. Moi, où j'étais un peu déçue, c'est que lors du sommet de la COP21, qu'à un moment donné, on ne sollicite pas des acteurs de terrain qui touchent la jeunesse. Il y avait tout un gratin, un panel d'élus, de représentants de pouvoir public, mais il n'y avait pas les acteurs de terrain, les gens qui font le taf sur le terrain. Et ils n'étaient pas invités à la réflexion. Et à un moment donné, c'est dommage, parce qu'après, on ne peut pas arriver et leur dire, on va vous donner des pinces et des gants et vous allez faire un ramassage de quartier. Il ne faut pas qu'on soit réduit à ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit vraiment autour d'une table et qu'on puisse réfléchir à comment on peut solutionner et comment aujourd'hui, cette jeunesse aussi, elle peut apporter des solutions. D'accord. Donc, dans ce sens, justement, on a vu donc, votre participation à un documentaire qui s'appelle La ligne de couleur, donc un film contre le racisme en 2015. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot? Oui. Alors, La ligne de couleur, donc c'est pareil, c'est encore un projet. J'ai rencontré la réalisatrice Laurence Petit-Jouvet, qui est basée sur Montreuil et en fait qui était à la recherche de personnages qui puissent à un moment donné raconter, faire un récit d'un passage de leur vie sur à quel moment t'es-tu sentie différente. Et lorsque j'ai rencontré cette réalisatrice, elle voyait que je débordais de pas mal de choses, etc. Et elle me dit, mais Sana, ça serait vraiment intéressant que tu participes à ce projet. Je n'étais pas partante parce que je ne savais pas comment ça pouvait être utilisé, etc. Et au fur et à mesure où, au bout d'une année, on continue, on restait en contact, etc. Et puis pareil, donc lorsque on est confronté au quotidien à des discriminations, à des choses qui sont inégalitaires, j'ai dit, c'est pas grave, il faut multiplier les messages et ce support sera un support qu'on pourra utiliser par la suite. Et il faut contribuer à un moment donné, si on veut changer les choses, par dénoncer les choses. Et donc, du coup, lorsque j'ai accepté son invitation sur ce projet, l'idée, c'était de travailler sur moi-même, de travailler sur un moment donné, à quel moment je me suis sentie différente. Et on a travaillé avec différents professionnels qui l'entourent de son équipe. Et on s'est rendu compte que c'était plus profond que ça et que c'était arrivé même dans l'école. Et donc, l'anecdote que je raconte dans La ligne de couleur, c'est vraiment à un moment donné, c'est le changement d'école que j'ai basculé. Comment, à un moment donné, on a pu nous accueillir en tant que jeunes de quartier voisins, parce que le quartier avait été surchargé, en fait, et donc du coup il a fallu prendre certains enfants et les mettre dans l'autre école où il y avait un peu ce qu'on appelait l'école des riches. Et donc du coup les enfants ne nous donnaient pas la main lorsqu'on se rangeait. J'avais l'image des parents qui à chaque fois étaient derrière nous à la sortie d'école, etc. Enfin, c'était vraiment violent. Et plus je creusais, et on parlait du message de Copé sur le pain au chocolat, etc. Mais du coup, ça existe depuis très longtemps. Et en fait, la conclusion, elle était, mais en fait, on ne se rendait pas compte. Et puis nos parents, les pauvres, ils n'osaient pas dénoncer ces choses-là. Ils pouvaient que nous dire, on est chez eux, on est dans leur pays, il faut les laisser faire. C'est comme ça, tu vas à l'école, t'apprends, et puis il faut être au-dessus de tout ça. Mais ça crée des blessures, et c'est à partir de là que, du coup, je trouvais que c'était pas normal. Et donc, j'essayais de faire des petites choses. Donc, le film, en fait... pour dénoncer un peu ce que peuvent vivre des jeunes de quartier. Ce qu'on a vécu. Et en fait, j'ai fait le parallèle aussi avec l'histoire de mon père... paix son âme, sur son parcours de ressortissant mauritanien, de toutes les valeurs qu'il nous a inculquées. Et en fait, donc, du coup, c'est donc la lettre qui est dans le film, elle est assez émouvante parce que c'est un hommage à mon père, en fait, où je retrace un peu ce que j'ai vécu, là où il m'a laissé, et en fait, quelque part, ce que je suis devenue et le travail qu'on est en train de faire pour arriver dans un avenir meilleur, quoi. D'accord. Non, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment intéressant, et je pense que ce travail-là, justement, qui est utilisé aujourd'hui dans les écoles, va permettre d'un côté d'ouvrir les yeux à d'autres, et aussi en même temps de prendre conscience de la situation et se dire qu'est-ce qu'on fait avec ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes de quartier qui vivent ça, et au final ils pensent que c'est normal, alors que c'est pas forcément normal. Et ce qui est intéressant sur ce film-là, c'est qu'on se rend bien compte que c'est pas que des jeunes de quartier, c'est vraiment une jeunesse assez générale, et c'est les Français non blancs. Aujourd'hui, c'est les Français de couleur. Non, pas immigrés, c'est que nous sommes Français, et issus dits de l'immigration par leurs parents. Et c'est aujourd'hui comment on peut être perçu. On a une japonaise dans le film. On a différentes origines, toute la diversité France, avec différents corps de métier, et on se rend compte qu'en fait il y a une chose, le point qu'on a en commun, c'est vraiment cette différence-là, et notre couleur est un combat dans nos vies,
Et donc, du coup, ce film, d'ailleurs, j'invite tous les enseignants des collèges, des lycées à nous inviter. Enfin, moi, au contraire, hein, la ligne de couleur, le coffret est sorti. Et donc, du coup, on peut intervenir, accompagner le film. L'objectif, c'est de se saisir de certains outils pédagogiques, justement, pour justement créer cette ouverture-là. Et puis, une discussion. Et puis voilà, au-delà de dénoncer des choses, c'est que c'est possible. C'est pas de la victimisation, mais c'est des solutions et c'est qu'on peut avancer. En parlant, il faut libérer la parole. D'accord. Alors, puisqu'on parle de la jeunesse, on va donc, avant d'aborder le sujet des femmes, on va tout de suite écouter une musique donc de RJ, donc la musique Webani, donc de l'artiste mauritanien qui est un des jeunes justement accompagné d'Abdoulaye Camara, qui est un exemple de la jeunesse mauritanienne qui a réussi dans ce sens. Yeah, baba mi fini mboɗo mi dawande wonno ko naforam mi salotako koni ko aduna jiiɓi ko joni mi jiimi mi jiimi allah noon e dokke mum allah noon e bawɗe mum arsugam arsuguma arsugaji ɓen ko kanko fecci eskey rabbi sama wati o addi aduna yimɓe naati mais hay goto anda holto yimɓe paati ɗum tagui wiya ñiɓaki koko ɓaari gila jibbinami mawnumi pinmi pammi ko alquran natmi duuɓi tati patirami école duuɓi jeegom cukagu bandiyagal abbiti kam jangde boni ndeke hay goto anda to aduna wetata battanam ko musique nene baba mbimi boni ɗum noon min andi hip hop nde wonno waɗi ko laabi mum mi wona ɓe to mi wona ɓen mais ko min yidde kosam hoto jarane wiide mbewo goggo mo rappi rippi ɓernde laaɓani ma loggo ngeloba ɓurdi ñiwo tan ko ƴongo mum kono wona hogo mum teyade yiddeyade yillade yirloyade namdade yiiloyade fecce jamma ñalloyade ñagade yelloyade bosoyaɓe yirlaɓe nokku fo mi natat ko musique way noon hunde fo maɓe jiire nokku fo maɓe liire kono erji gendi ko ɗakkude ñiire musique weɓani hay goto solidarement to musique weɓani hay goto andadina to weɗata baba fennamme dawde se sabo somi dañi kono nafoore. Madame et Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur RMI Info dans votre émission Solidairement. Si vous nous rejoignez, nous sommes avec Madame Sana Setouli, maire adjointe à Cergy, donc au niveau de la jeunesse et de la petite enfance. Nous avons abordé dans la première partie donc tout ce qui est son engagement au niveau des jeunes et tout ce qui est au niveau de la discrimination. Tout de suite, nous allons continuer toujours dans son engagement contre la lutte contre la discrimination donc auprès des femmes. Donc vous êtes engagé aussi auprès des femmes. Votre engagement plutôt auprès des femmes est très marqué. En effet, vous êtes responsable au niveau intercommunal du dispositif FLORA, F-L-O-R-A, que vous allez nous définir. Est-ce que, d'ailleurs, avant de continuer, donc on salue vraiment votre engagement. Moi aussi, hein, je suis très engagée auprès des femmes, pas qu'auprès des femmes, mais ça fait vraiment plaisir justement d'avoir d'autres personnes qui sont très engagées, que ce soit les femmes d'ici et d'ailleurs. Et je voulais savoir comment ça se traduit justement ce programme Flora. Est-ce que vous pouvez nous... Alors Flora, c'est Femmes, Logement et Réseau d'accompagnement. Alors du coup, je travaille donc pour la ville de Poissy, Achères et Conflans en tant que donc responsable du dispositif Flora. J'ai été recrutée en 2013 pour mettre en place en fait un dispositif innovant auprès de la DIAL, de la Délégation interministérielle de l'hébergement et accès au logement, parce qu'il y avait un constat sur le territoire du 78 où il y avait un nombre très important de femmes victimes de violences conjugales qui avaient été détectées, mais on n'avait pas forcément de solution spécifique à leur apporter. Et nous avons répondu à un appel à projet où là, avec différents partenaires, les différents services, les points d'accès au droit, les commissariats, etc., où il fallait auprès de la DIAL, donc au niveau du ministère, de répondre à cet appel à projet qui proposait des hébergements. Donc on est parti sur une expérimentation de 15 hébergements déployés sur les 3 villes, sur Poissy, Achères et Conflans, donc pouvant accueillir des femmes et leurs enfants, ou seuls, avec une équipe pluridisciplinaire, donc des psychologues, assistantes sociales, éducateurs spécialisés, avec des juristes, etc., pour travailler et renforcer l'accompagnement de ces femmes. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, le processus de violence est tellement
important qu'aujourd'hui, pour qu'une femme puisse sortir de ce clivage de violence, il est très important d'avoir un accompagnement spécifique. Et aujourd'hui, on se rendait bien compte que si la femme n'avait pas un toit sur la tête pour y emmener ses enfants et les mettre à l'abri, et ben du coup, elles allaient rester chez l'agresseur, donc chez le conjoint violent. Donc le travail, en fait, et l'étude donc on est arrivé à ces 3 années d'expérimentation, où là, effectivement, il y a eu vraiment un gros travail de collaboration. Tout était à créer sur le territoire du 78 au niveau du réseau, etc. Et le résultat nous laisse dire qu'effectivement, donc, au niveau des chiffres, c'était important. Je suis arrivée à plus de 150 femmes orientées dans le dispositif, etc. Pour 15 logements, c'était très peu, avec un accompagnement spécifique. Et en 3 ans, du coup, on a pu justement démontrer qu'aujourd'hui, c'est pas une association, mais c'est un dispositif porté par des municipalités, que quand les pouvoirs publics, quand des politiques se saisissent d'une problématique réelle, que du coup, on pouvait justement répondre et accompagner un public dans la précarité. Et que au-delà des violences qu'elle pouvait subir, qu'elle pouvait se reconstruire, et que Flora aussi, donc c'est aussi un clin d'œil à Flora Tristan, qui est une féministe engagée et qui a, il me semble, la première fois m'avoir obtenu le divorce après des violences conjugales. Donc c'était aussi important de porter ce projet. Donc là, c'était un challenge professionnel. Donc j'ai, lors de mes fonctions, un DU violence faite aux femmes est sorti en 2015, donc je fais partie de la première promotion. Donc là, actuellement, je suis dans ma phase de mémoire, je soutiens au mois d'avril, et ce diplôme universitaire va me permettre par la suite de former des professionnels sur les violences faites aux femmes. Ah, ça c'est très bien. Et je voulais savoir au niveau des violences, parce qu'il y a plusieurs types. Est-ce que la violence verbale est prise en charge ? Tout à fait. Donc violence verbale, économique, psychologique et physique. C'est les violences qui sont vraiment prises en charge et justement qui ne sont pas forcément reconnues par les professionnels, mais qui sont reconnues par la loi. Donc pénalement, les violences verbales, psychologiques sont reconnues. D'accord. Et quelles sont au niveau national ? Est-ce qu'on a où se renseigner, par exemple ? Alors, il y a le 3919. Donc là, c'est le numéro unique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous voulez avoir des informations, c'est vraiment le 3919. Vous avez les commissariats. Il faut ne pas hésiter à aller voir les commissariats. Depuis 2 ans, 3 ans, il y a des intervenantes sociales dans les commissariats, justement pour accueillir et accompagner des différentes problématiques, mais dont les femmes victimes de violences. D'accord. Et juste pour faire le pont donc avec la Mauritanie, comme on est franco-mauritanien et mauritanienne, est-ce que vous pensez justement qu'un dispositif comme ça, on peut le mettre là-bas ? Je pense qu'aujourd'hui, à échelle internationale, on peut complètement développer des projets autour de la protection de la femme et de mise à l'abri, au-delà de tout ce qu'on peut voir. C'est vrai que je n'ai pas l'expertise réelle sur le terrain, parce que justement, je me bats pour ça, pour cette reconnaissance, pour que justement les enfants de la Mauritanie puissent apporter des compétences et un regard extérieur. Et j'attends que ça, qu'on puisse justement à un moment donné faire appel à mes compétences pour pouvoir développer ce type de projet. Mais aujourd'hui, au vu de tout ce que je peux voir, parce que je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans mon pays, effectivement, sur la protection de la femme, sur la protection de l'enfant, sur la protection de la famille, il y a vraiment des choses à développer. Et je lance un appel, si demain la Mauritanie a besoin de moi pour développer des projets, des actions, des dispositifs de quelque nature que ce soit, je peux intervenir. Au contraire, c'est vraiment ce sur quoi je me bats. C'est à un moment donné faire en sorte que cette diaspora franco-mauritanienne peut apporter en termes de compétences, en termes aussi d'échanges, de réseaux, etc., à son pays d'origine. D'accord. En tout cas, vous avez bien entendu. On prend note. Moi, en tout cas, je prends note. Et c'est très bien. En tout cas, merci beaucoup. Et vraiment, vous êtes vraiment courageuse pour vous investir dans un tel domaine, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et en général, c'est comme un peu le viol, entre guillemets, en France, où on n'ose jamais parler de son agresseur, qui, en général, est son conjoint. Donc, la femme, en général, elle pense que c'est normal, alors que ce sont des choses tout à fait... Bien sûr. Qui sont hors normes. Et moi aussi, je suis tout à fait contre ça. Et
voilà, vous avez le numéro si vous avez un problème, mesdames. Tout à fait. Donc voilà. Et si il y en a qui souhaitent rencontrer ou échanger avec Madame Setouli, n'hésitez pas à nous contacter par un message privé et puis on vous tiendra informé. Alors sinon, vous avez aussi un engagement donc international. Vous avez souvent été sollicité justement pour faire part de vos expériences. Est-ce que vous pouvez nous en citer 2-3 déplacements internationaux? Alors, j'ai participé au Forum social mondial. En Tunisie, juste après la révolution, en pleine révolution en Tunisie. Et donc, du coup, avec l'association Récit, le réseau des citoyens à Paris, où là, je devais animer des ateliers parce que, du coup, le forum était sur une semaine. Et le principe était de rassembler différents acteurs de terrain de différents pays. Donc, le monde entier était représenté, à presque traversé, justement, lors des printemps arabes. En Tunisie, j'avais été vraiment... c'était avec grand plaisir que j'avais accepté cette invitation. Mais, et encore plus, parce qu'on m'avait demandé d'animer des ateliers autour de la citoyenneté et de pouvoir aujourd'hui de travailler autour de ça avec différentes associations, avec des citoyens de différents pays. C'était hyper riche et enrichissant. Donc le Forum social a marqué vraiment un tournant de ma vie à échelle internationale sur différentes problématiques où j'ai rencontré différents mouvements, comme le mouvement Y en a marre, l'association qui a justement citoyenne, qui a œuvré pour justement la libération citoyenne par la jeunesse et à un moment donné la force de la jeunesse quand elle s'unit et quand elle développe des choses au quotidien. Donc ça, c'était vraiment important. J'ai participé donc, au festival de l'art engagé au Cameroun à Douala. Et là, en fait, par l'OFQJ, par l'Office franco-québécois, où j'avais développé du coup un partenariat avec eux. Et l'objectif, c'était un peu de coordonner le festival et surtout justement d'apporter une expertise avec tout ce que je mettais en place avec l'association Agir pour réussir et de pouvoir justement apporter justement des compétences. Et vraiment, ça m'a vraiment apporté en termes d'ouverture humaine, etc. Et puis une autre... Alors voilà, et donc j'ai participé à la NESP. Et la NESP, donc c'est une rencontre internationale des ressortissants mauritaniens. Et donc là, j'avais été invitée en tant que rapporteur. Donc là était l'intitulé de... Donc on avait une rencontre sur 3 jours où là, c'était un mini-sommet assez intéressant parce que pour moi qui suis en quête de ça, ce qu'il faut savoir que ça fait plus de 10 ans que je me bats pour avoir des ouvertures avec la Mauritanie, pour développer des projets. Et je galère tout le temps. Et donc du coup, là, c'était l'occasion en fait d'aller en Mauritanie pour justement donner une expertise et parler au nom de cette diaspora qui n'était pas forcément reconnue. Donc j'avais rédigé une tribune sur justement la reconnaissance de la diaspora franco-mauritanienne et des autres pays, mais par la double nationalité par exemple, en donnant mon témoignage. Et donc du coup, c'était assez intéressant, mais je vous cache pas que je suis restée sur ma faim parce que du coup, il y avait pas mal de Mauritaniens qui vivaient à l'étranger. Donc les MRE qui c'est très bien, il n'y avait pas de souci, mais il n'y avait pas de Mauritaniens, enfin de double nationalité qui étaient. Donc j'étais assez seule dans mon profil. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait en Mauritanie, ce qui est difficile, c'est que quand on n'est pas vraiment mauritanien, né en Mauritanie, grandi en Mauritanie, et ben du coup on est vite mis à l'écart. Et ça du coup c'est vraiment une souffrance. Moi je l'ai vécu comme une souffrance parce que lors de ce sommet où on était plus de 400-500 personnes, je me retrouvais en dehors des réunions toute seule. Enfin, les gens ne venaient pas forcément vers moi parce que j'étais stigmatisée comme l'étrangère. Or que moi, j'étais là en tant que Mauritanienne. Et donc, on ne me tendait pas forcément la main. C'était pas évident. Et donc, du coup, après, je pense qu'il y avait peut-être... un malaise, où il y a des choses où... Et puis il y a des codes aussi en Mauritanie. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais à un moment donné, si la Mauritanie ne nous ouvre pas son cœur, ses terres, c'est qu'on ne pourra jamais s'approprier notre propre pays. Quoi. Donc, Après, voilà. Mais je ne désespère pas. C'est ça. Mais j'étais en tout cas très honorée et je remercie encore la NESM de m'avoir permis aussi de restituer parce que je trouve que c'est par des projets comme ça qu'on peut... et l'objectif, c'était aussi comment à un moment donné, on peut développer des projets dans son pays et comment faire avancer le pays. Mais voilà, au bout de 3 ans, j'attends toujours quoi. Enfin, je pensais qu'ils allaient aussi, voilà, quand on a des jeunes qui sont là, qui sont prêts à développer des choses dans leur pays, etc. Je leur ai dit aussi que, en tant qu'élue, j'avais un statut. Bon, c'était pas pour dire oui, je suis élue de la République en France, mais c'était aussi pour moi, quand on me demande de quelle origine je suis,
je peux dire que je suis marocaine parce que ma mère est marocaine, mais non, je le fais pas. Je dis que je suis mauritanienne tout de suite. Et parce que ça permet aussi, c'est une fierté pour moi de porter les couleurs de la Mauritanie. Et à un moment donné, de dire qu'avec mon statut d'élu, de pouvoir développer des projets internationaux, de pouvoir aussi créer des jumelages, on peut tout imaginer. Mais j'ai l'impression qu'en face, ça prend pas. En fait, voilà, ce que vous dites là, c'est un peu la frustration que vivent beaucoup de franco-mauritaniens. J'en fais partie. Donc après, voilà, nous, ce qui est bien, c'est qu'on ne désespère pas et on ne lâche pas. De toute façon, on sait d'où on vient, on sait, voilà, on va tout faire pour y aller. Et c'est vrai que malheureusement, on a beaucoup de freins, on n'a pas beaucoup de soutien. Mais justement, ce qui est intéressant aujourd'hui et ce que vous essayez de faire, donc qu'on va aborder dans pas longtemps, c'est le fait de, même entre franco-mauritaniens, de se retrouver. Tout à fait. C'est-à-dire de se retrouver, s'unir. Et voilà, si on a un projet en commun, c'est notre pays autant que les autres. Tout à fait. Qu'on ait le papier ou qu'on ne l'ait pas, on est mauritanien dans la tête. Et de toute façon, quand on a envie de tracer une ligne, la personne qui dit non, mais machin, non, faut pas y aller. C'est nous, on sait ce qu'on a dans la tête, on sait comment y aller. Donc, quoi qu'il en soit, en tout cas, nous, on est très contents de vous avoir avec nous. Merci. Parce qu'on s'inscrit vraiment dans cette lignée. Et voilà, dans RMI Info, donc je suis la seule franco-mauritanienne. Je suis la seule. Hein. On est 2 ou 3. La plupart sont des étudiants, des Mauritaniens qui sont venus étudier et qui sont restés. Donc voilà, nous, on essaie de voir entre les deux comment on concilie ça. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'actuellement, vous accompagnez des femmes actuellement? Est-ce que vous accompagnez des femmes dans leurs projets? Oui, alors d'ailleurs, il y a une jeune femme qui est venue avec moi, donc je me suis permise d'inviter Bénédicte Diangani. Donc l'histoire de Bénédicte, c'est une jeune de Cergy qui fait partie du programme des Déterminés, donc elle vous expliquera un peu ce qu'est les Déterminés. Et en fait, son projet d'entreprise est la création d'une micro-crèche. Et étant élue en charge de la petite enfance, je la soutiens sur ce projet-là. J'essaye de vraiment de développer cet axe entrepreneuriat qui plus est au niveau de la petite enfance. Et mon objectif, c'est de vraiment lui ouvrir les portes, de faire en sorte que politiquement, le maire puisse aussi en faire aussi une mission politique. Comment à un moment donné, comment on peut accompagner et faciliter et permettre à une jeune femme qui est déterminée à créer son projet de micro-crèche avec toutes les difficultés que ça peut rencontrer par le volet financier, etc. Et donc, du coup, Bénédicte, je vais te laisser peut-être présenter les Déterminés et de dire un peu ton projet. Bien, bonjour à tous, premièrement. Merci de me donner la place ici présente. Bien, les Déterminés, donc c'est une formation de 5 semaines intense, faut le dire. En fait, c'est une formation due à un partenariat entre le MEDEF et l'association, du coup, Agir pour réussir, en fait, qui nous forme, que ce soit en fait dans la conception de notre business plan, toutes les questions qu'on peut se poser en termes de financement, en termes de managérial, de prise de parole, etc. Et c'est vraiment une formation enrichissante. D'accord. Donc, comment vous avez participé, quelle année vous avez participé au projet des Déterminés? Cette année, d'accord. Je fais partie de la 2e promotion. D'accord. Nous sommes 16 en tout, avec divers projets, c'est assez hétérogène. D'accord. Et on est vraiment la jeunesse de France, issue sans vouloir avoir un avis de victimisation, mais issue des quartiers, de la banlieue. Et on voudrait justement mettre en avant que les quartiers ont des potentiels. D'accord. Des patrons, exactement. Et que souvent sont porteurs d'idées d'entrepreneuriat. Mais on n'a pas forcément le réseau, pas forcément les contacts, pas forcément les financements pour atteindre nos objectifs. Et cette formation nous permet de nous poser autour de professionnels, d'entrepreneurs, et de réfléchir et d'approfondir nos projets. D'accord, ça rejoint pas un peu, je ne sais pas si vous connaissez le dispositif Nos quartiers ont du talent. Bon, là, qui est plutôt un accompagnement, je ne sais pas, est-ce que ça n'a... Oui, moi, je connais un peu ce dispositif, ça y ressemble, mais la particularité, ce qui fait que les Déterminés... c'est ça, c'est que la particularité au niveau du programme des Déterminés, c'est vraiment l'entrepreneuriat dans les quartiers. C'est vraiment inciter des pépites qu'il y a dans les quartiers. Et peu importe le niveau d'études, l'intelligence, elle est présente. Et c'est comment, à un moment donné, on peut leur donner les moyens. Donc, Bénédicte, elle a un niveau d'études aussi, doit avoir un bac+5, il me semble. Donc, et d'autres qui n'ont pas forcément, mais qui ont justement cette intelligence et ce truc
Ils ont ce truc pour devenir entrepreneur ou pas, parce que le programme aussi est là. C'est à un moment donné, on vous donne les clés. Soit on vous dit, continuez à renforcer votre formation à ce niveau-là, il ne faut pas vous lancer maintenant, mais on vous dit quoi faire. Et il y en a qui lâchent pas. Là, ce qui est sûr, c'est que sur l'ensemble du groupe, ils sont tous déterminés. Lundi 21, du coup, je laisserai Bénédicte de parler du 21 mars, la remise des diplômes. En tout cas, Bénédicte recevra son diplôme en tant que jeune de la deuxième promotion des déterminés, qui est remise par Pierre Gattaz, président du MEDES, et Moussa Camara, président de l'association Agir pour réussir et des déterminés, ce qui n'est pas rien, parce que le fait d'avoir ce diplôme-là va lui permettre par la suite justement d'aller se vendre et de pouvoir aller chercher les ressources nécessaires pour mettre en place son projet d'entrepreneur. D'accord. Exactement. Alors, c'est le lundi là, alors Ce lundi-là. Rendez-vous. Remise des diplômes. Exactement, au MEDEF, 18h30. D'accord, donc c'est pour tous les déterminés qui étaient sélectionnés, donc votre promotion, excusez-moi. Exactement. Donc il y aurait cette remise-là. Est-ce qu'il y aura les anciens élèves? Parce que si je pense, est-ce que vous n'avez pas un frère? Oui, Amadou Setouli, donc franco-mauritanien, qui a aussi reçu un prix des déterminés. C'est ça, il a fait partie de la première promotion, et en fait, là, il est un peu... il parraine un peu tous les élèves de la première promotion. Ça leur a vraiment apporté un élan dans leur projet d'entreprendre, et puis surtout aussi vis-à-vis de la deuxième promotion. Enfin, il y a vraiment une solidarité qui est là, et ils sont vraiment là à accompagner, à témoigner, à dire que c'est la première promotion, donc ils ont essuyé les plâtres, etc. Donc du coup, ils sont assez bienveillants avec la deuxième promotion, et donc du coup, vous verrez lundi, parce que vous êtes cordialement invités, vous serez là. Merci beaucoup. Et donc du coup, vous verrez que du coup, le soutien est vraiment multiple par différents partenaires, et que entre la première et la deuxième promotion, et à terme, l'objectif, et c'est ce sur quoi Moussa, et je tenais à le féliciter, parce que Moussa Camara a fait vraiment un travail de fond sur le terrain pour cette reconnaissance-là dans les quartiers, que ces pépites puissent éclore et qu'elles puissent être soutenues, et que du coup, à échelle nationale et internationale, que ce programme puisse voir le jour partout. Sincèrement, je trouve ça très intéressant. Et j'aimerais ajouter un petit mot, c'est que bien au-delà du fait que oui, c'est une formation vraiment enrichissante qui nous permet de mettre le pied à l'étrier par rapport à nos projets, mais on est avant tout une famille, dans le sens où on rencontre des jeunes de différents horizons, avec différents parcours, comme l'a dit Sana, avec études ou sans études, mais ce qui nous réunit avant tout, c'est notre motivation, notre détermination, effectivement. Ce qui fait notre nom d'ailleurs, les déterminés. On est une famille, on s'entraide, on se soutient, et on avance tous ensemble, on se tire tous vers le haut. Et c'est ça qu'il faut surtout retenir. Ça, c'est très bien. Et dites-moi, juste par curiosité, vous êtes de quelle origine? On reçoit qui Alors, donc, je suis née en France, j'ai 27 ans, et je suis issue donc, de l'immigration. Mes parents sont congolais, de Kinshasa. Ah, c'est bien. Donc, d'ailleurs, en arrivant encore, et on parlait des toutes problématiques des violences faites aux femmes au Congo, Kinshasa, où moi je suis vraiment... et je pense que toi aussi, qu'on a cette même souffrance-là de voir ce qui se passe sur les viols collectifs à Kinshasa, etc. Et ce que j'étais en train de dire à Bénédicte, c'est qu'il y a vraiment un travail à échelle internationale à développer, à dénoncer, et puis que ce soit au niveau de l'enfance, etc. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses il faut dépasser les frontières. Même en Mauritanie, bien complètement. Le taux de viol a augmenté dernièrement. Et là, vraiment, oui, c'est vrai que là, si on peut agir, ce serait intéressant de pouvoir faire quelque chose qui est vraiment un dialogue. Et voilà, s'il y a des tabous, qu'on dépasse les tabous, et il faut parler des choses qui ne vont pas pour pouvoir avancer. Complètement. Donc non, mais franchement, je vous encourage pour votre projet. Merci. Et merci vraiment d'être venu pour nous en témoigner. Et puis lundi, pour ceux qui le souhaitent, donc vous pouvez toujours vous inscrire donc, dans le site des déterminés. Il y a des places donc, pour assister, c'est ça? Pour éventuellement assister, mais aussi pour ceux aussi qui voilà, ça leur donne envie aussi d'avoir un projet par la suite, de pouvoir postuler pour la prochaine promotion, etc. Donc il y a le lien sur le site Agir pour réussir, il y a le lien sur le Facebook des déterminés, il y a un site des déterminés, puis même un lien aussi sur le site du MEDEF, et puis aussi sur RMI Info, donc ne pas hésiter. On mettra le lien. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Donc, on parle, comme vous voyez, ces femmes, nos mamans qui sont vraiment engagées. À l'occasion de la journée du 8 mars donc, des femmes, on va écouter le morceau Oumi du groupe Pola Djelblad.
Voilà, donc qui un peu demandent excuse à leur maman et à leur sœur de tout le mal qu'ils ont pu leur faire. I'm here for me, Baba here for me, and me money here for me, here for me. You want me, I'm here for me, Baba here for me, and me money here for me, here for me. You want me. ماك ما تقد خلصها طلب لها السماح قعد لها خليك تستراح امشي بظهرها ما لا تتندم هي لحمك هي الدم بقاها وقبلها تفقد عن مولانا وصى واكد على برون الوالدين وحدد المضحات حنت وبغات تعبت لفترة حتى ربات قرات الجنة تحت اقدامي الامهات شكرا يا امي لدى الكامل عدلتي نحتيني يا سلم الحب ما بخلتي باقي كامل تستحقي انتي الحب الحقيقي اللي كانك يعود شقي I love you ماما ماكل عليك حقي لما هي دحسة لما تقد تنسى بيني وامكم ملسى هي حبيبك هي طريقك شغل الجنة برها عملها بكياسة هذا ولي تواسى صارت اللي تحملت لكامل ما يحاسة قمتك اللي بحنان وبحماسة والدتك حملتك 9 اشهر وضعتك حاج الباك كل شي تقول واللي الله يخليك ليك ترضعك تعطيك البسول تبات مسهرة توسع عليه تقول لكامل صابرة I'm here for me, Baba here for me, and me money here for me, here for me. You want me, I'm here for me, Baba here for me, and me money here for me, here for me. You want me. والدتي قراتني طبعتني لحقتني يا القلب ما نقد خرص الهم ولا عليها عقبال الليل صارها وماما سمحي لي ربي لا راتني هانا نوني للقيامة ماما يعطيها لا مولانا يا والدتك رزاحمتك اسمع كلامها بدا حياها تجبر اخلاقها والحياة مع مولانا ان شاء الله وما تتندم ترقد في قبرك مسقم كمل لما قام والدين ورورهم واجب والده دينا تهن تبكي بسر تنبهر تبحشي تواسي والدينا خلاص مقاسي Bonjour, bonsoir. Si vous nous rejoignez, donc nous sommes avec Madame Sana Setouli, mère adjointe de Cergy, en petite enfance et jeunesse. Donc voilà, nous avons vu dans un premier temps donc tout ce qui tourne autour de la discrimination, donc sa lutte contre la discrimination, donc au niveau de la jeunesse, au niveau des femmes. Tout de suite, nous allons aborder donc son combat pour la reconnaissance de la diaspora franco-mauritanienne. Alors. Donc qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Alors vous, donc vous nous avez dit votre lien avec la Mauritanie, c'est votre père, donc votre père qui est d'origine mauritanienne. Alors la question que je me posais, ça peut être les deux, mais la source d'inspiration, est-ce le pays ou est-ce que c'est votre père? Cet amour pour la Mauritanie. L'amour pour la Mauritanie, je pense que c'est toute l'éducation que j'ai eue durant mon enfance, parce que effectivement issu d'un métissage de mère marocaine et de père mauritanien, mais très engagé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais un père vraiment impliqué associativement. Il était à l'initiative de la première association amicale des Mauritaniens en France. Donc pour ceux qui l'ont connu, pour l'ancienne génération, le recensement de la diaspora se faisait chez moi quand j'étais petite, donc j'avais vraiment cette image-là. Pour pas vous dire en gros la transmission de l'engagement, etc. Je pense que l'héritage s'est fait par mon père aussi. Il nous racontait beaucoup la Mauritanie. Il était atypique de la Mauritanie, donc c'était quelqu'un il s'habillait jamais en costume quoi. Il était toujours en draha quoi, toujours en boubou, habit traditionnel. Il animait les fêtes de quartier où il y avait toujours sa tante Touareg avec le thé, avec tout l'artisanat de la Mauritanie, parce qu'il avait l'amour de son pays et puis aussi cette envie aussi de faire découvrir cette communauté finalement, parce que les Mauritaniens, on n'est pas nombreux, on est quoi, 3 millions? C'est ça. On est très peu. Donc, très peu mais partout. On est très peu mais partout, et en même temps on est une communauté très intéressante, intelligente et en même temps très feignante aussi. Donc du coup, si je résume bien notre communauté, c'est mais en même temps ça a son charme, et donc du coup voilà, ce qui me rattache à la Mauritanie, c'est je dirais oui, c'est mes origines, parce que je suis mauritanienne. Oui, de connaître. Et puis orpheline parce que j'en ai vraiment fait un combat. Voilà 10 ans, parce que lorsque j'ai été, donc ce que j'expliquais, lorsque j'étais en Mauritanie, pour la première fois, c'était pour les obsèques de mon père, donc c'était pas facile, c'était violent. Mais donc du coup, je suis repartie parce que j'avais des choses à régler, peut-être avec moi-même, et puis avec, voilà, parce que j'avais une frustration identitaire. Finalement, j'ai
vu que dans ce pays-là, les gens me ressemblaient, en tout cas en termes de valeurs, que je suis tombée amoureuse de la Mauritanie finalement. Et puis même en tant que femme engagée, en tant que féministe, on sait que les femmes ont quand même un rôle important. Il y a les violences faites aux femmes, il y a des choses, mais il y a aussi la condition de la femme qui est assez importante. Et je me suis retrouvée dans ce profil de femme-là, etc. Et donc du coup, ça m'a vraiment donné envie de développer des choses en Mauritanie et de me dire que lorsque j'ai vu l'état de la Mauritanie actuelle, qui est... la Mauritanie a besoin de ses enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Mauritanie, l'état actuel de la Mauritanie, quand on voit un goudron qui fait juste une allée et qu'il n'y a pas d'eau partout, etc., à un moment donné, c'est atypique un moment, mais on se dit, mais c'est juste pas possible que nous, petits-enfants de la Mauritanie, on puisse pas à un moment donné aller... Et le fait, en fait, d'avoir développé pas mal avoir voyagé dans différents pays voisins, etc., à développer des projets, je me suis dit quand même... J'ai quand même pas été aider mon pays, quoi. À chaque fois que j'allais un peu partout, et je me disais... Et quand j'allais en Mauritanie, ou quand j'essayais, je sais pas s'il faut le dire, mais en fait, je rencontrais beaucoup de difficultés, soit parce que j'avais pas les interlocuteurs adaptés, soit j'étais pas forcément comprise, et donc du coup, peut-être qu'on me prenait pour une arriviste, et là, c'était pas... Et on n'a pas cette culture-là, parce que voilà, nous, on est français, on est fiers d'être français, donc ça, c'est un état de fait, mais on est aussi mauritanien, et puis voilà, on est à la quête, on est les deux, et donc du coup, on est perçu différemment, et donc du coup, ils se disent, c'est quoi ces petits babtous, quoi, machin, et c'est violent, parce que du coup, ici, là, on est encore sur les questions de binationalité, les déchéances, les machins, et ça fait peur, parce qu'on se dit, à un moment donné, je suis pas d'ici, je suis pas de là-bas, mais finalement, d'où je suis. C'est pour ça que la reconnaissance par la double nationalité, le fait d'avoir un titre, d'avoir des papiers, et de se dire, du coup, je pense que aujourd'hui, les papiers, c'est les nerfs de la guerre. Aujourd'hui, le fait d'avoir un papier, un passeport vert de République islamique de la Mauritanie, aussi, c'est une fierté, parce que moi, j'en ai marre de me balader avec l'extrait d'acte de décès de mon père pour dire que je suis mauritanienne. C'est violent, c'est pas évident. Et je me dis que, et du coup, peut-être, toi comme moi, on vit la même chose quand on va au niveau de l'ambassade, avec tout le respect que j'ai pour les pouvoirs politiques et que j'apprends à découvrir, etc. Mais je me dis que les tarifs montent d'année en année, le temps d'attribution est très long. Du coup, je pense qu'on peut améliorer. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis qu'aujourd'hui, on est en 2017, il y a une nouvelle génération, il y a des jeunes qui veulent faire des choses, il y a des jeunes de différents horizons, avec des compétences, qui ont fait des études, artistiquement, culturellement, qui ont fait pas mal de choses. Et en fait, le travail que j'ai fait pour faire la transition, c'est que j'ai rassemblé toute cette nouvelle génération de cette diaspora. Et en fait, on a monté un petit micro-trottoir dans l'objectif justement de le diffuser et à la communauté, mais également à ceux qui pourront nous aider. Et donc du coup, ça permet aussi de témoigner de notre histoire, et aussi à un moment donné de se dire, il faut les écouter, et à un moment donné, nous, on peut vous apporter des choses. Parce qu'en France, en tant que Français, on peut vous apporter aussi des choses positives. Ce n'est pas que les Français d'origine française ou à la peau blanche qui peuvent apporter. Nous, en tant que Français d'origine mauritanienne, qui mieux qu'un Mauritanien peut aider son pays? C'est donc au pays de nous ouvrir sa terre et son cœur, et on est prêt à venir, quoi. Mais c'est vraiment un appel du cœur, un appel pour tous. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse par la suite, et vous verrez que les gens veulent investir, ne serait-ce qu'aujourd'hui, on est des parents, on est des pères et des mères de famille, on a envie de transmettre à nos enfants, mais même nous, on ne maîtrise pas. Si on peut nous, pas on ne connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants? Et ça, c'est inquiétant, en fait. Et on se dit que nous, on a grandi avec cette souffrance-là et cette difficulté. Et je ne fais pas de la victimisation, au contraire, parce qu'on tant bien que mal, c'est un combat parmi tant d'autres, et puis on fait avancer à son niveau. Mais à un moment donné, on se dit que c'est juste dommage, on perd du temps, et que je pense que si vraiment tous ensemble à notre niveau on développe des choses, on apporte nos compétences, je pense que la Mauritanie de demain, si on y intègre cette jeunesse qui est motivée, cette jeunesse qui est engagée, cette jeunesse, qu'elle soit d'ici et d'ailleurs, et du coup on pourra réellement changer les choses. Et pareil pour les anciens, qu'on s'inspire de leur parcours, de leur histoire, mais à un moment donné il faut qu'on tourne la page et qu'on puisse nous aussi raconter notre histoire. C'est vrai, moi je partage tout à fait vos idées, parce que je me retrouve dans la même situation. Voilà, on veut tous investir, on est prêt à donner, et justement pour l'amour du pays, moi je trouve que les Mauritaniens, on est vraiment prêts à faire gracieusement, donner de sa personne, donner de ses compétences, tout ça pour justement développer et aider le pays. Mais même ça, on a l'impression parfois, même ça, on n'en veut pas. C'est-à-dire que même quand on vient
Par contre, si, comme vous dites, un étranger il vient, il veut donner de sa personne, même s'il paye pour donner de sa personne, on l'accepte tout de suite. Tout à fait. Et d'un côté, c'est vraiment injuste. C'est injuste, c'est vrai. C'est injuste, C'est blessant parce que on se dit finalement on va faire confiance à un étranger quelque part et moi on va remettre en doute mon côté patriote, etc. Et puis c'est difficile. Par contre, j'ai rencontré une femme dernièrement et cette femme, du coup, elle m'a donné un peu d'espoir. Et cette femme, elle s'appelle Fatematou Mita Abdelmalek. Elle est, il me semble qu'elle est maire de Tabarzena. Et elle est présidente justement des femmes élues en Afrique. Et en fait, elle est arrivée à un moment dans ma vie, là, il n'y a pas très longtemps, où j'étais un peu déçue parce que j'avais commencé des choses avec certaines personnes de la communauté. Et puis du coup, jour au lendemain, plus de nouvelles, plus rien. Et j'avais organisé des événements, etc. On nous a laissés sur le carreau. Et est arrivée cette dame où on m'a dit, cette dame est à Paris, elle vaut couleur de la COP 21. Et j'y suis allée, déjà on a eu un échange téléphonique et du coup, l'échange très douce, très accessible, etc. Je me dis, ça vaut le coup d'aller la voir. Et lorsque je l'ai vue du côté de Porte d'Italie, dans un café, déjà quand elle m'a dit, on se donne rendez-vous dans un café, j'ai dit, attends, mais dans un café ? Ah ouais, je lui dis non mais elle est ouverte, c'est pas possible. On me donne rendez-vous dans un café. Et donc rien que ça. Et donc j'ai regardé un peu sur internet, j'avais la curiosité de savoir qui était cette dame. Donc déjà c'est une femme engagée, une femme qui a fait des choses, une femme qui aussi elle m'a traitée comme une homologue aussi. Donc en tant qu'élue aussi, elle est plus âgée au même niveau et puis aussi elle était touchée par ma démarche et j'ai vraiment senti une femme qui m'avait tendu la main en me disant on peut pas laisser, et c'était vraiment le message qu'elle avait, on peut pas laisser des jeunes motivés à l'abandon comme ça. Et donc du coup on est resté en contact. Là du coup elle m'a invitée en Mauritanie pour me redonner espoir, pour développer des choses concrètes. On a échangé, on a commencé par des projets de collecte de livres pour des bibliothèques en Mauritanie qu'elle soutient, etc. Mais je pense que c'est avec ce type de femme qu'il y a possibilité de développer des choses et en tout cas d'avoir des relais concrets. Et en fait je me suis rendu compte que finalement les politiques ils sont bien gentils mais rien ne vaut le terrain, et les gens de terrain aussi qui font vraiment des vraies choses. Et je voulais vraiment rendre hommage à cette dame, à Fatematou, parce que elle m'a beaucoup inspirée et puis elle a vraiment une prestance, elle a vraiment une transmission des choses. Elle m'a donné des conseils tout de suite, mais vraiment comme sa fille quoi, en disant voilà ce que je te conseille de faire, etc. Et puis en étant vraiment bienveillante avec moi. Donc du coup ça a vraiment été mon coup de cœur pour la Mauritanie. Elle m'a redynamisé là-dessus, donner envie de continuer, etc. Exactement. D'accord. En tout cas nous aussi on y croit et on souhaite justement par la suite pouvoir développer pourquoi pas des projets en commun. Et voilà. On reste en contact. En tout cas, on reste en contact. Merci énormément de votre venue pour ce partage. Merci beaucoup, Bénédicte, aussi merci à vous de votre présence. Et c'est vraiment un réel plaisir. Merci. Et puis, de toute façon, on se voit lundi. Ouais. Je voulais te remercier aussi, puis remercier toute l'équipe quand même de RMI Info. C'est vrai que moi, je ne connaissais pas cette antenne, mais du coup, je vais vraiment faire en sorte de renforcer le lien et de relayer à la diaspora franco-mauritanienne, parce que c'est vraiment important. Et puis, c'est aussi ce qui va nous rattacher à notre pays. Donc, du coup, le fait d'avoir aussi... donc, je soutiens à 1000% aussi ces outils aussi, le fait aussi qu'il y ait une radio dédiée à échelle internationale. Et du coup, ça peut être aussi un relais pour nous qui sommes justement à la quête de notre pays. Donc merci encore. De rien, justement, mon émission c'est vraiment pour ça, c'est vraiment mettre en avant les différents projets solidaires qui existent de la diaspora et aussi des Mauritaniens venus étudier et autres. Là, je vais pas vous laisser comme ça, on va faire l'horoscope. Donc, comme on a dit, l'horoscope, c'est lié à l'eau. Voilà, alors du coup, je sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas, moi, je suis Verseau. Je suis née le 2 février et je suis Verseau. On va voir ce que racontent les Verseaux. Donc, comme on disait, j'ai joué avec l'homophone O. Donc, chaque début de signe commencera par O. Donc, on va commencer donc avec le signe du Bélier. Donc, pour le signe du Bélier, donc... l'eau, donc E-A-U,
Et votre boisson préférée, c'est pourquoi vous gardez votre vitalité et votre jeunesse. Donc là, c'est un horoscope spécial pour les femmes. Attention, pour l'eau et les femmes, parce que le mois de mars, c'est notre mois. Alors, vous êtes de quel signe, Bénédicte? Vierge. Vierge, d'accord, on en vient après. Alors, taureau, O-H, l'expression que vous prenez à chacun de vos étonnements. Le Gémeaux, oh mon Dieu, voilà l'exclamation à chaque fois que vous montez sur la balance. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Cancer, ça c'est moi. Oh là là, l'été arrive et vous n'avez toujours pas perdu vos kilos en trop. Oh là là, ça c'est un peu vrai. Pas de panique, il suffit de manger équilibré et d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc Verseau. Et manger local. Ah, manger local, attention. Alors pour le Verseau, honnête. Donc honnête, c'est ce qu'on dit de vous. Continuez à exceller dans votre travail et vos efforts seront récompensés. Vous avez vous avez une bonne humeur et c'est très contagieux. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien pour nous. Poisson, l'eau, l'endroit où vous vivez, où vous sentez mieux. Ne dit-on pas être bien comme... Non. Comment on dit? Être comme un poisson dans l'eau. Voilà, être comme un poisson dans l'eau. Alors, toi, c'est... Moi, ça y est, c'est Verseau. C'est Verseau, donc... Ça y est, on l'a fait. C'est Vierge qu'on n'a pas dit. C'est Vierge qu'on n'a pas dit. Donc Vierge, c'est plus bas. Alors, le Lion, aujourd'hui, vous êtes positif et vous allez de l'avant. Ce qui plaît à votre entourage. Vierge, au chaud, dans vos pantoufles, avec un bol de chocolat chaud à la main. C'est à quoi vous pensez lorsque vous êtes en circulation, en cours, au travail. Est-ce que c'est vrai? Je kiffe trop le chocolat. Comme quoi? Balance. Au moins, du côté de la santé, tout va bien. Pour le reste, on verra. Scorpion, opérationnel. Voilà ce que l'on dit de vous. Toujours là quand on a besoin de vous. Sagittaire, au soleil, sans stress. Votre destination première pour les vacances. Peut-être un petit tour au pays vous fera du bien. Scorpion, c'est les oubliés de la semaine. Donc, c'est-à-dire RAS, il n'y a rien à dire. Voilà, donc c'était l'horoscope. Que pensez-vous de notre petit horoscope? Moi, je trouve que c'est super. Mais en même temps, en espérant que, au-delà du mois de mars, l'idée, c'est que le combat continue à échelle sur 365 jours. Quoi. Oui. Mais c'est bien d'avoir un focus au mois de mars. Ça nous permet, en fait, de remettre en lumière tout ce que vous faites. Donc, c'est super. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Là, on va tout de suite écouter donc, l'étudiante du mois. Donc, l'étudiante du mois... Qui est avec nous, c'est Fatimbo. Fatimbo, qui est une étudiante donc franco-mauritanienne, originaire de Woulinger, qui se trouve dans le département du Guidimaka. Donc ici, elle habite à Étampes, donc c'est dans l'Essonne, 91. Elle va nous parler un peu de son parcours et de ses projets futurs. Merci beaucoup. C'est l'heure de la rubrique de l'étudiante du mois. À cette occasion, donc à l'occasion de la journée du 8 mars, la journée des femmes, une étudiante a été élue. Il s'agit de mademoiselle Fatimbo, âgée de 22 ans. Bonjour mademoiselle, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes l'étudiante du mois, ce qui signifie l'étudiante à suivre. Comment allez-vous ? Bonjour à tous et merci pour votre invitation. C'est un honneur pour moi d'être présente aujourd'hui parmi vous. Je vous remercie de m'avoir élue comme étant l'étudiante du mois. Alors, dites-nous, vous êtes venue en France ou bien vous êtes française, donc franco-mauritanienne, à savoir née en France d'origine mauritanienne ? Non, je suis franco-mauritanienne. Mes parents sont d'origine de la Mauritanie. Ma mère, plus exactement, est mauritanienne sénégalaise et mon père est mauritanien. J'ai fait mes études ici à Paris et dans ces banlieues. Parlez-nous un peu de votre parcours universitaire et des stages que vous avez pu suivre dans ce cadre. Donc, après mon bac, je me suis orientée vers un DUT technique de commercialisation pendant 2 ans. Ensuite, j'ai fait une licence administration et échanges internationaux à l'université de Paris 12. Et actuellement, en fait, je suis en 5e année d'études, donc à la fac d'Evry-Val d'Essonne, où je fais un master achats internationaux en alternance. Durant mes formations, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs stages. Donc mon premier stage a été en tant qu'assistante marketing dans une salle de sport au Canada pendant 2 mois. Ensuite, pendant ma licence, j'ai fait un stage de 3 mois en tant que commercial dans une start-up new-yorkaise. Pour moi, c'était vraiment un défi de faire ce stage-là car
J'étais vraiment timide, j'avais du mal à parler, enfin j'avais peur surtout de parler en anglais. Et du coup, au final, je me suis totalement adaptée et je me débrouille maintenant parfaitement en anglais. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en master en alternance, donc dans un grand groupe de télécom qui est présent dans le monde entier. Et c'était vraiment quelque chose de très important pour moi de faire cette formation en alternance, car aujourd'hui on nous demande d'avoir énormément d'expérience dans le domaine professionnel. Pour moi, de faire cette formation en alternance me permet d'avoir ce côté théorique où j'apprends vraiment des choses à l'école et je les confronte vraiment dans le milieu professionnel et je me confronte à des vrais problèmes professionnels et du coup je trouve ça gratifiant et enrichissant pour notre formation. Très intéressant. Comme vous savez, sur notre émission, on traite de la solidarité de la diaspora des citoyens mauritaniens. Quel est votre engagement dans ce sens ? C'est vrai que moi aussi, j'ai eu l'occasion donc, de travailler avec vous pour l'association Vezou sans frontières, que je préside, et aussi qui travaille dans votre ville d'origine, qui est aussi la ville d'origine de ma mère. Est-ce que vous avez des engagements dans d'autres mouvements de jeunes ou dans d'autres associations ? Oui, je suis membre de votre association Vezou sans frontières et j'admire les actions que vous avez pu mener auprès de ces jeunes, de ces femmes mauritaniennes, sénégalaises ou béninoises. D'ailleurs, j'espère que j'aurai l'opportunité de participer à l'un de vos projets qui se déroulera dans un orphelinat à Dakar. De plus, je suis aussi membre d'une association qui vient tout juste de naître, donc ADO, Action pour le développement de Wouliangé, donc les origines de mon père, effectivement, où dans cette association, je serai en charge des relations externes, ce qui signifie que je suis un peu responsable en fait, des mises en relation entre les ressortissants de la commune, des étudiants, des expatriés, des immigrés vivant dans un autre pays que la Mauritanie ou la France, que ce soit de façon permanente ou non. Quels sont c'est très intéressant. Dites-moi, est-ce que par la suite, vous avez justement l'ambition de travailler en Afrique ou quels sont vos projets futurs dans d'autres pays autres que la France ? Donc, en ce qui concerne mes projets futurs, l'un de mes rêves, en fait, c'est de pouvoir travailler en Afrique. Je sais qu'aujourd'hui, je suis dans une filiale de télécom, donc pourquoi pas me lancer dans cette voie-là, mais du côté de l'Afrique de l'Ouest. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, en fait, travailler pour un groupe télécom. Je sais que nous avons Orange, par exemple, qui est très présent en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc. Nous avons aussi Moritel en Mauritanie. Enfin bon, c'est encore un projet et j'espère qu'un jour il deviendra réalité avec l'aide de Dieu. En tout cas, cela fait plaisir de voir des jeunes franco-mauritaniennes comme vous et comme Madame Sana Setouli d'avoir cette volonté de contribuer au développement de son pays par le biais des engagements justement associatifs ou par des projets professionnels. Merci beaucoup de votre venue et on vous souhaite un bon courage pour la réussite dans votre parcours professionnel et une bonne continuation. Et n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous informer des différentes activités de votre association ADO ou bien de votre cursus scolaire. Je tiens à vous remercier encore de m'avoir élue comme étudiante du mois et j'espère vous revoir très vite. Merci beaucoup, au revoir. Vous étiez dans votre émission Solidairement. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Donc, on était avec Madame Sana Setouli, accompagnée de notre invitée surprise Bénédicte, qui est venue nous parler justement des déterminés, et l'étudiante du mois, qui est Fatimbo, que vous venez d'écouter. Merci beaucoup. Je vous dis rendez-vous au mois prochain, toujours en forme. Donc, au revoir. Solidairement. 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 Solidairement.